Donc les SCOP, en résumé du résumé, ça signifie société coopérative et participative. Ça, c'est notre marque, les SCOP. On a un logo, vous avez vu que le les se termine par S et SCOP se commence par S, et donc on a un logo qui imbrique ces deux S et qui sont, je dirais, la signification de la solidarité qui préside et qui accompagne la vie de toutes les SCOP et des coopératrices et coopérateurs. Et on a une signature qui est la suivante: la démocratie nous réussit. Les SCOP, donc la marque SCOP, regroupe deux grandes familles. Les SCOP, sociétés coopératives de production, donc là on est dans le statut juridique, et les SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif. Bien évidemment, je vous présenterai un peu plus précisément, mais en tous les cas, en ce qui concerne les SCOP, vous connaissez déjà beaucoup de choses, puisque les SCOP sont des sociétés commerciales, donc SARL, société anonyme, et depuis la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014, SAS. Vous voyez, donc, et nous avons même une forme de coopérative qui permet d'être entrepreneur individuel en SCOP. Donc, aucun échappatoire possible. On peut créer et travailler en SCOP absolument en toute situation. En toute situation, sous réserve, et c'est la seule, de partager quelques principes. Il y en a trois fondamentalement. Le reste après, on peut toujours aller dans le détail, mais il y en a trois que vous allez retenir assez facilement. Le premier, c'est que l'entreprise SCOP est une propriété partagée. Ça veut dire qu'aucun des associés ne détient la SCOP à lui tout seul, ni même majoritairement. C'est-à-dire qu'aucune personne dans la SCOP, aucun salarié dans la SCOP ne peut avoir plus de 50% du capital social de l'entreprise. Ça veut dire, dans un jargon qu'on n'utilise plus beaucoup, que la SCOP est propriété collective. Moi, je préfère dire qu'elle est partagée, au sens où, effectivement, ce sont des individus, des femmes et des hommes, qui décident de travailler ensemble et qui partagent leur entreprise, outil de travail, outil de production, quelle que soit la dénomination qu'on lui donne. Le deuxième principe, c'est la gouvernance démocratique. Une personne, une voix. Vous avez 1 000 € de capital social, vous en avez 10 000, vous en avez 50 000, vous aurez une voix. Donc c'est en partie pour cela que même si beaucoup de monde connaissent les SCOP, il y en a déjà un peu moins. C'est-à-dire qu'effectivement, on va jusqu'au partage de l'argent et jusqu'au partage du pouvoir. Ce qui est quand même deux données assez sensibles dans le monde des affaires, vous me l'accorderez. Et il y a un troisième principe qui est celui de la transmission aux générations futures. C'est-à-dire que toute SCOP, dès qu'elle est constituée, s'engage à transmettre, à constituer plus exactement ce que nous appelons dans le jargon des réserves impartageables à hauteur d'au moins 15% de ses bénéfices. Donc à partir de là, bon, pas que j'ai tout dit, mais vous en avez l'essence même, puisque la SCOP est sur le marché, elle produit des biens ou des services, nous sommes dans la libre concurrence, voilà, nous sommes soumis à l'ensemble des cotisations sociales et fiscales, voilà, enfin je veux dire, c'est la vraie vie, quoi. Donc 2680 entreprises à ce jour qui ont le statut de SCOP ou de SIC et qui emploient ensemble un peu plus de 50 000 salariés, 51 000. C'est pas encore gigantesque, loin de là, mais c'est plus tout à fait insignifiant. Et nous avons des SCOP dans tous les secteurs d'activité, en dehors des activités extrêmement capitalistiques. Donc, nous ne produisons pas de voitures, ni d'avions, ni de fusées, mais voilà, nous sommes dans l'industrie. Il y a 18%, petit 20% des SCOP qui sont dans l'industrie, donc c'est la mécanique, la soudure, la SCOP bourgeois fabrique des fours
pour les matériels de cuisson pour les collectivités. La SCOP ACOM produit du câble électrique. Son premier client, c'est Volkswagen, et son deuxième client, c'est Deutsche Telekom, avec deux filiales en Chine et une filiale en Inde. Le groupe Up, chef déjeuner, emploie 1000 salariés en France, 1500 de par le monde, et produit un certain nombre de services dits davantage aux salariés. Donc on a des scopes dans la culture, on a des scopes bien sûr dans la formation et le conseil, on a des scopes dans la santé, on a des scopes dans le commerce. Donc il n'y a pas de limite, on a plus de 120 ou 130 conventions collectives différentes. Donc c'est pour vous dire qu'on est quand même dans un certain nombre de secteurs de métiers, et bien sûr tout le secteur de la construction qui traditionnellement est composé d'un certain nombre de scopes. On a environ 500 scopes dans les divers secteurs de la construction. Dans quelles circonstances on fait des scopes? Alors il y en a une que vous connaissez tous, dont les médias sont extrêmement friands, ce sont les reprises d'entreprises en difficulté. Et donc forcément, les scopes sont ces entreprises qui vont pas bien et dont les salariés sont assez fous pour reprendre leur entreprise, et il y en a, paraît-il, quelques-unes qui marchent. Eh bien, c'est tout faux. D'une part, celles qui sont reprises peuvent effectivement marcher, ça fait à peu près 10% des scopes. Aujourd'hui, sur les 2680 scopes, il y a 10%, donc petit 300, qui sont issus d'une reprise à la barre du tribunal. Il y a deux autres situations qui sont donc les créations ex nihilo. Les scopes sont à 70% des créations ex nihilo. Donc 2-3 personnes nous l'avons fait à deux reprises, à Arpège et à Capella. Donc ce sont des femmes et des hommes qui décident un jour de quitter leur métier ou de se lancer dans leur carrière professionnelle en travaillant ensemble et en s'installant en scope. Et dans à peu près 20%, puisque 70 plus 10 ça fait 80, dans 20% des cas, nous sommes dans des transmissions. Par le passé, encore aujourd'hui, c'était beaucoup de transmissions ou de transformations plutôt d'associations en scope. Aujourd'hui, et notamment en 2014, nous avons 20% des nouvelles scopes qui sont des entreprises, des transmissions d'entreprises saines aux salariés. Donc vous avez un cédant qui veut céder, qui se dit j'ai peut-être pas envie quand même que ma boîte soit reprise par quelqu'un que je ne connais pas, qui va peut-être la garder, qui va peut-être la désosser, j'en sais rien. J'ai pas envie de devoir changer de trottoir quand je passe devant mon entreprise sous prétexte qu'elle n'existe plus. Et je connais bien mes salariés, et c'est vrai que peut-être que le meilleur repreneur, ou celui en tout cas que je connais le mieux, ce sont mes salariés que je connais, que j'ai formés et en qui j'ai confiance. Et aujourd'hui, réellement, cette dimension prend une importance très très forte. On a aujourd'hui 20% qui sont constitués des transformations et des transmissions d'entreprises saines en scope. Qu'est-ce qui fait que la scope est innovant et représente un modèle en tous les cas différent? Je n'ai pas voulu être trop exhaustif sur le sujet, mais on peut dire au moins la chose suivante, c'est que en tout cas les scopes effectivement appartiennent aux femmes et aux hommes qui la composent. Vous allez dire que est-ce que ça change fondamentalement les choses? Il vaut mieux demander aux gens qui travaillent dans les scopes. Effectivement, ça change les choses que d'avoir son destin en main. Ça change les choses que d'avoir un pouvoir de décision. Alors évidemment, on ne fait pas des assemblées tous les matins pour savoir quelle est la couleur du café et si on va y mettre un peu plus de sucre ou un peu moins. On fait des assemblées générales une fois, 2 fois, 3 fois par an. On fait des réunions selon la taille de la scope, etc. Mais en tous les cas, cet investissement, cette implication est extrêmement fort. Il n'est pas réservé aux associés stricto sensu, puisque 93% des scopes pratiquent la participation. Et donc la taille moyenne des scopes est de 20 salariés. Donc vous imaginez, là on est vraiment dans la PME, et pour autant 93% se sont dotés d'un accord de participation. On a donc forcément des entreprises qui sont impliquées dans leur territoire, les scopes et bien sûr les SIC, et donc un maillage extrêmement fort entre l'activité économique,
le territoire et l'implication de l'entreprise dans son territoire. Et bien évidemment, en matière de responsabilité sociale des entreprises, même si on a toujours été, enfin on a longtemps été un peu timide sur le sujet, aujourd'hui on y va en disant ben voilà, on n'est peut-être pas les meilleurs dans les productions de documentation sur papier glacé, mais on met en avant ce qu'on fait, hein, comment on est organisé, les résultats, l'implication des collaborateurs, la participation, la formation qui est un enjeu extrêmement important que j'ai pu aborder, M. Lefray, peut-être en répondant à vos questions. Voilà, c'est extrêmement difficile de résumer toute une activité d'entreprise, toute une dimension pardon, du monde entrepreneurial en un quart d'heure. J'ai essayé de le faire. Sachez seulement que c'est un modèle pour demain qui puise ses racines dans 2 siècles d'histoire, puisque les premières SCOP étaient les associations ouvrières qui, progressivement, donc, se sont transformées dans ce beau statut de société coopérative ouvrière de production, puis société coopérative de production, et aujourd'hui, cette marque société coopérative et participative. Effectivement, ça nous mène dans le monde de la démocratie appliquée à l'entreprise. Alors, bien évidemment, c'est quand même fort lorsque on dit la gouvernance de l'entreprise se fait sur le principe d'une personne, une voix. Très précisément, ça veut dire que dans le cas des SARL, par exemple, des SCOP ARL, c'est l'assemblée de l'ensemble des salariés associés qui va élire pour une durée de 3 ans, 4 ans, 6 ans, ça dépend là aussi des statuts, la gérance, le ou la gérante. Dans le cas des SA, l'Assemblée va élire les administratrices et administrateurs qui, eux-mêmes, vont élire la présidente ou le président. Toujours pour des mandats de 3 ans, 4 ans, 6 ans, ça dépend de... Là, après, c'est de la cuisine interne. Alors, pour prendre l'angle des rémunérations, comment ça se passe dans une SCOP? Une SCOP, donc, est une entreprise à part entière, et donc, elle va appliquer, je dirais, soit des règles internes, soit elle va dire, après tout, il y en a qui ont réfléchi avant nous, et qui sont constitués en branches et qui ont adopté une convention collective avec des grilles de qualification, des grilles de rémunération. C'est peut-être pas tout à fait idiot de partir de là. C'est ce que nous faisons, par exemple. Donc, on a 3-4, on peut toujours se débrouiller. Quand on est quelques dizaines, quelques centaines, il vaut mieux avoir des références collectives qui sont celles du droit du travail. Après, ça va se passer comment? Il y aura 2 choses qui vont être significatives. La première, c'est que si l'entreprise fait des bénéfices, parce qu'il faut toujours faire des bénéfices avant quoi que ce soit, et notamment de partager, on en fait quoi? Là, l'Assemblée générale des associés va décider, de la répartition aux associés. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qu'on estime avoir le droit de s'octroyer sur cette part de bénéfice. Ça prend la forme d'une rémunération des parts sociales, mais qui pour autant, c'est un dividende distribué aux salariés associés. Certes, il est limité à 33%. Ceci étant, dans la pratique, il est autour de 12 à 15%. Donc vous voyez que les associés ne se servent pas au passage, en tout cas pas dans les SCOP, ça arrive dans des sociétés cotées, mais pas forcément dans les SCOP, alors qu'ils ont tout à fait le pouvoir de le faire. Je veux dire, c'est une décision d'Assemblée générale. Après, on a une partie du bénéfice qui va revenir à l'ensemble des salariés sous forme de participation. Pour faire vraiment très court, on va dire globalement 10% en dividende sous forme de rémunération des parts sociales aux salariés, aux associés, dont majoritairement des salariés et souvent exclusivement des salariés, et 45% à l'ensemble de la communauté des salariés sous forme de participation, et 45% qui, donc dans la réalité, il y a des petites virgules qui se baladent, mais dont je vous épargne, 45% qui vont rester en réserve impartageable dans l'entreprise. Donc on rémunère les associés, les salariés, l'entreprise. Là on a réglé la question, j'allais dire, des rémunérations, comment dirais-je,
normé, quoi, par rapport au temps de travail, à la qualification, etc. Pour autant, il y a par exemple des dirigeants dans les scopes. Moi-même, par exemple, je suis PDG de 2 scopes, ou ne serait-ce que des administrateurs. Bon, la rémunération des administrateurs est extrêmement peu courante dans les scopes. Il n'y a quasiment pas de jetons de présence. Ensuite, bien évidemment, les dirigeants, parce que là, les conventions sont toujours un peu plus évasives, et ça s'arrête en général à un palier, et puis après c'est au-dessus, c'est comme on veut. Dans les scopes de fait, parce qu'on a ce qu'on appelle, bon, excusez-moi le jargon, une centrale des bilans. Donc on a 80%, plus de 80% des scopes, on a les bilans, et donc on peut faire toute une analyse très détaillée. On a dans les scopes une grille des salaires qui va environ de 1 à 15. Voilà. Donc, ceci étant, quand on est à 15, on est dans des scopes de 500, 800 ou 1000 salariés. Donc, dans une scope petite, on sera sur des rapports beaucoup plus, une fourchette beaucoup plus ramassée, de 1 à 2, de 1 à 3, et puis plus l'entreprise grossit, on va arriver, voilà. Mais ça n'existe pas de 1 à 50, de 1 à 100 ou de 1 à 1000. Donc on a en général une grille plus resserrée, des salaires plus bas, plutôt un peu plus hauts, et des salaires hauts, les hauts salaires plus bas que ce qu'on retrouve dans le marché. Je vous parle là des scopes. Un autre exemple sur la performance économique, on a une pérennité des scopes qui est meilleure à 3 ans, meilleure à 5 ans que les entreprises classiques du même secteur. Avant, enfin, ça relève de 7 à 8 points, hein, mais avant je disais pas pire, et non, c'est meilleur. Je veux dire, 7 points de plus ou 8 points de plus, c'est significatif. Donc quand il est de 50, environ de 50% à 5 ans, il est à plus de 58% dans les scopes. Donc là aussi, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire cocorico, hein. Ça veut dire que des salariés sont capables de gérer une entreprise. Je veux dire, si certains en doutent, je veux dire, il y a plein de ménages qui arrivent à gérer une famille avec 1 ou 2 SMIC. Je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué que de gérer des millions. Je veux dire, donc là-dessus, aujourd'hui, voilà, les salariés sont capables. Je veux dire, ils sont capables d'apprendre, ils sont capables de comprendre, ils sont capables d'analyser, ils sont capables de discuter, ils sont capables d'échanger, ils sont capables de prendre des décisions. Et ils sont même capables de faire la différence entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Parce que je veux dire, aujourd'hui, on pourrait taper dans la caisse. Je veux dire, c'est facile, on vote entre nous. On lève les doigts et puis on partage. Je veux dire, et pour autant, s'ils ne le font pas, c'est bien parce qu'ils ont compris que ce qu'ils vont prendre aujourd'hui, ils n'auront plus demain. Et que c'est quoi l'essentiel? C'est pas forcément de gagner plus d'argent, c'est déjà de faire un métier qui les intéresse, c'est que ce métier soit pérenne, et donc que l'entreprise ait les moyens de durer. Et la durabilité d'une entreprise, c'est ses fonds propres. Et donc, voilà, ce qui n'empêche que, comme ils ont bien travaillé, ils s'accordent quand même une rémunération, mais qui n'est pas excessive, loin de là. Donc, c'est quelques exemples pour vous dire qu'effectivement, le modèle est vertueux, il est perfectible, et j'espère qu'on l'étendra à d'autres entreprises, je veux dire, parce qu'effectivement, je pense que, pour conclure mon propos, la valeur travail, je l'ai dit, elle est très 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 importante, et je pense qu'elle est essentielle pour une société. Je pense qu'il est important dans notre siècle de pouvoir vivre dignement de son travail. Donc ça aussi, je pense que voilà, tout c'est pas de travailler, mais si on travaille et qu'on est à temps partiel et qu'on gagne 700 €, je veux dire, c'est très très difficile quand même de trouver une dignité. Enfin, je ne dis pas que c'est facile pour toutes les entreprises, mais en même temps de pouvoir vivre dignement de son travail et de pouvoir s'épanouir dans son travail. Les scopes, en plus de ça, proposent un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, mais que je trouve très joli, qui est celui d'émancipation, c'est-à-dire qu'effectivement, de pouvoir aller jusque le partage de l'avoir et le partage du pouvoir, c'est ce qui permet réellement, en tout cas, ça n'est pas automatique, mais ça le permet, l'émancipation des salariés. Et je ne vous fais pas là une image magique ou des bisounours de la scope. On est dans la vraie vie, tous les jours c'est difficile, il faut
Voilà, il faut gagner plus d'argent qu'on en dépense, il faut se battre, il faut innover, on est dans la compétition. Pour autant, on peut faire les deux, puisqu'on arrive à marcher sur deux pieds. On devrait pouvoir être à la fois salarié et associé. En tout cas, on arrive à le faire dans 2680 scopes aujourd'hui en France. La première étape de ma carrière professionnelle, celle qui est connue dans mon C, parce qu'avant je faisais des petits boulots, je faisais des ménages pour payer mes études. Donc ça, voilà, on ne le met pas, alors qu'on devrait peut-être le mettre. Donc c'est assez vite, hein, c'est à l'âge de 21 22 ans. Donc je suis rentré dans la vie professionnelle sur un job d'éducateur. Je me rappelle éducateur en milieu ouvert, c'était complètement ouvert puisque c'était 1982. Donc c'était le premier gouvernement, enfin le gouvernement Mauroy, et qui avait institué les parcours d'insertion sociale et professionnelle. Donc tout jeune de moins de 18 ans qui n'avait pas une qualification pouvait bénéficier d'une formation quasiment d'1 an d'insertion sociale et professionnelle avec toutes les libertés possibles, c'est-à-dire voilà, on formait, on accueillait des jeunes et on les formait pour qu'ils retrouvent un boulot. Là-dessus, j'ai beaucoup appris. En tous les cas, j'ai appris que quelqu'un qui n'a pas de travail, on peut parler de beaucoup de choses, mais ça aura peu d'impact. C'est-à-dire, alors évidemment, chez les jeunes, c'est encore plus fort, mais voilà, vous pouvez l'accueillir, lui parler, aller le lever le matin, lui apprendre à écrire, lui apprendre à compter, lui apprendre à faire moins de conneries, et si possible pas, à passer son permis de conduire. Mais il y a un moment quand même, s'il n'accède pas à l'autonomie et à l'indépendance financière, je veux dire, plus ça avance, plus ça se gâte. Et arrivé à un certain âge, ça devient très compliqué. La deuxième partie de ma vie professionnelle, ça a été à l'âge de 28 ans. Voilà, j'ai voulu créer une entreprise. Et donc, on a créé à plusieurs arpèges. Et pourquoi on a créé Arpège? Parce qu'à l'époque, on était, j'habite toujours en zone rurale d'ailleurs, donc on était depuis longtemps dans cette idée de, voilà, de rester dans le territoire, d'y travailler, d'y vivre, d'y militer, d'y faire un certain nombre de choses. Et donc dans une petite bourgade de 20 000 habitants, on s'est dit, tant pis, on va créer notre entreprise. Et comme on aimait bien la formation, on a créé une scope de formation. Au départ, on a fait essentiellement de la formation de demandeurs d'emploi. Bon, le marché étant ce qu'il est, il n'était pas souhaitable qu'il y ait plus de demandeurs d'emploi qu'il y en avait. Et donc, à un moment donné, on a effectivement franchi le Rubicon et on a été dans les entreprises pour former les salariés. Et c'est comme ça qu'on progressivement Arpège a fait les deux. Puis aujourd'hui, ne fait plus que de la formation de salariés. Là, ce qui est important dans cette partie-là de l'histoire, c'est qu'effectivement, c'est le fait d'entreprendre à plusieurs. Ça, c'est quelque chose qui est fort, hein, je veux dire, qui est important. Voilà, le monde de l'entreprise, ça n'est pas qu'un monde de compétition, ça n'est pas qu'un monde voilà, d'individualité, je veux dire, ça n'est pas qu'un monde où on gagne de l'argent. Il faut gagner de l'argent, mais parce qu'on a besoin d'argent pour faire des choses. Mais gagner de l'argent pour gagner de l'argent, bon, si ça passionne des gens, tant mieux pour eux, mais moi, ça ne me passionne pas. Hein. Donc, par contre, j'aime bien gagner ma vie, ça c'est clair, hein, je le dis tout de suite. Et donc, toute cette partie-là d'entreprendre ensemble, je veux dire, prendre notre destin en main, quoi. Voilà, de dire, bon, on va dépendre de personne d'autre que de nous. Voilà. Donc, on s'est dit, puisqu'on gagne de l'argent, faisons quelque chose avec cet argent. Et on a décidé ensemble de créer une autre scope, hein, dans un métier infiniment, comment dirais-je, moins favorisé que celui de la formation et du métier de consultant. On a créé, mais il fallait quand même qu'on connaisse le métier, parce que voilà, c'est compliqué de créer quelque chose qu'on ne connaît pas. Comme on avait formé des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes dans la relation client à distance, pour plein de mutuelles dans tous les sens, on s'est dit, bah, voilà, on pourrait créer une autre entreprise, et on l'a fait en 2001, on a créé Acapella, qui est une autre scope, donc la deuxième scope
dont je suis également PDG, donc c'est un manque d'imagination certain des associés, mais bon. Là, c'est quoi? La relation client, vous connaissez à peu près tous, hein, dès qu'on fait une émission de télé où il faut montrer un métier particulièrement stressant et peu épanouissant, on vous montre un centre d'appel. Donc on n'a pas choisi le plus simple quand même. Et aujourd'hui, on est une centaine de collaborateurs, si je ne compte que les CDI à temps plein ou à temps choisi. Qu'est-ce que je peux dire sur Acapela? On a essayé d'y faire avec les personnes, voilà, qu'on n'avait pas eu les moyens de faire sur Arpège, parce que les questions ne se posaient pas. Donc comme on n'avait pas besoin de qualification particulière, enfin, je veux dire, il ne faut pas Bac+3 pour travailler dans la relation client à distance, on a recruté sur le principe des habiletés, peu importe diplôme, pas diplôme, voilà, les habiletés, mais pas seulement, enfin, je dirais, la jolie voix de speaking, hein, ça c'est bien, mais aussi par exemple le sens de l'organisation, qui est essentiel dans ces métiers-là, parce que quand vous passez d'un poste à l'autre, si vous n'êtes pas organisé, ça ne se passe pas très bien. Le travail en équipe qui est essentiel, parce que si vous ne transmettez pas les informations, je veux dire, les choses s'arrêtent et ça reprend le lendemain. Mais le client, lui, il n'attend pas le lendemain, hein, donc il faut que la chaîne continue. Donc, on a aujourd'hui, par exemple, à Acapela, 1/3 d'hommes et 2/3 de femmes. Bon, en général, c'est 90% de femmes et 10% d'hommes. Là, on a réussi, on n'est pas à la parité, mais on a beaucoup de jeunes, mais on a aussi des seniors, parce que voilà, quelqu'un qui a 50 ans peut tout à fait faire ce métier de la relation client à distance. On a la possibilité d'intégrer des travailleurs handicapés, parce qu'effectivement, voilà, on a pris des bâtiments qui sont accessibles aux travailleurs handicapés, on arrive sur la position, et voilà, c'est possible, enfin je veux dire, il n'y a pas de changement permanent dans le travail et qui fait qu'on peut intégrer, alors il n'y a pas que des travailleurs handicapés, hein, c'est clair, hein, mais on en a, enfin en tout cas, on est vigilant à pouvoir, on a, je ne sais plus si c'est 12 ou 15 origines, nationalités différentes sur le plateau. On a mis en place un dispositif de mobilité sécurisée qui est complètement cadré avec la Direct et la RACT. Et donc, en gros, vous avez des entreprises qui ne cherchent pas à faire partir de leurs collaborateurs, mais qui informent leurs collaborateurs de possibilités d'emploi dans la relation client dans d'autres entreprises. La vocation de l'entreprise, d'accompagner des parcours jusqu'à les accompagner à l'extérieur sans, et je pense que c'est pas la finalité ou la vocation de l'entreprise, mais si on peut le faire, il faut pouvoir le faire. Alors ça, c'est pas lié au scope, hein, je vous le dis tout de suite, mais pour autant, la scope, je dirais, n'est pas quelque chose, et c'est sans mon mot de conclusion, c'est pas quelque chose de nébuleux hein, qui est autour de nous. La scope, c'est une vraie entreprise qui doit faire vivre tous les jours son projet humain, son projet économique, et qui est son projet avec le territoire. Et donc, la mobilisation, la participation des collaborateurs, ça va, je dirais, sur plein de sujets, dont aussi, par exemple, celui de la sécurité, de la mobilité sécurisée. Jamais de laisser croire qu'on est la solution parmi les solutions. Oui, on est une solution, mais il y en a d'autres. On est une alternative, parce qu'il faut quand même avancer pour, je dirais, voilà, il y a quand même un risque majeur de déshumanisation du travail. Enfin, je veux dire, là-dessus, on ne peut pas l'ignorer. Donc, et y compris, je dirais, dans le scope, il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur cette dimension de productivité, de rentabilité, d'autres éléments de diversité. Rien n'est acquis, tout est, je dirais, une question de volonté, et il faut que cette volonté demeure sur toute la vie de la coopérative.